mercredi matin, à Kinshasa, après un séjour médical en Belgique, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé une réunion restreinte du gouvernement à la Cité de l'Union africaine. La séance qui a vu la participation de la première ministre Judith Suminwa et d'une dizaine de ministres sectoriels a principalement porté sur des questions sécuritaires dans l'est du pays, ainsi que la situation socio-économique et humanitaire. Faisons le compte rendu de cette réunion restreinte, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a indiqué que le président avait donné des orientations claires et précises dans différents domaines pour des actions concrètes. Le Conseil de ministres a adopté le projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège, lesquels entrera en vigueur à partir du 9 août 2024. Le président Tshisekedi a également insisté sur les mesures à prendre pour l'amélioration du pouvoir d'achat du Congolais en mettant en exergue l'exemple du prix du pain appelé pistolet dont le coût a doublé. Des instructions fermes ont été données à la première ministre pour s'assurer que des mesures soient envisagées au niveau de la commission ECOFIN et reconstruction du gouvernement. Des mesures concrètes ont été proposées, notamment en termes de réduction de certains droits et taxes, ainsi que l'élimination de tracasseries qui entravent le transport des denrées de première nécessité. Daniel Mukoko Somba, vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie, ainsi que le ministre des Finances ont été appelés à harmoniser leurs vues afin que ces mesures soient adoptées formellement au Conseil des ministres de ce vendredi. La volonté du président de la République est que le Congolais puisse constater très rapidement les effets de mesures prises en achetant des denrées ciblées à des prix réduits. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe, a rendu visite au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le mercredi dans la soirée, après son retour d'un séjour médical d'une dizaine de jours en Belgique. Selon Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi est en forme. La situation sécuritaire, notamment dans l'est de la RDC, était également au menu de discussions entre les deux personnalités. Elles ont convenu de faire une évaluation régulière sur le terrain. Nous devons rendre grâce à Dieu, j'ai trouvé le président en forme, puisqu'il voulait m'enquérir d'abord sur la situation de sa santé ici. En tant que président de l'Assemblée nationale, je voudrais rassurer le peuple congolais que notre chef se porte très bien. Le Parlement va assurer le contrôle parlementaire en tant qu'autorité budgétaire dans le domaine de sécurité et d'autres. Le gouvernement doit continuer de gérer la République au quotidien. En ce qui concerne la sécurité, avec le président de la République, nous avons convenu que c'est lui le garant au terme de l'article 69 de notre Constitution de faire une évaluation régulière de la situation sur le terrain. L'Assemblée nationale en tant qu'autorité budgétaire, le gouvernement en tant qu'institution qui gère la République au quotidien, le président de la République en tant que chef de l'exécutif, les responsables des cours et tribunaux, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, et s'il est chez, on peut inviter les ministres, vice-premier ministre de la Défense, vice-premier ministre de la Justice, vice-premier ministre de l'économie, vice-premier ministre de l'intérêt sécuritaire et affaires coutumières selon le problème à traiter. Parce que le président de la République, tout le monde le sait, il n'a pas lésiné sur les moyens. Il a recruté les hommes et il les a formés. Il les a lotis des équipements pour faire face à cette guerre qu'on nous a imposée. Parce que nous ne sommes pas des ventes à guerre. Nous n'avons jamais traversé la frontière qui nous sépare avec le Rwanda, ni la frontière qui nous sépare avec l'Ouganda. Nous voulons la paix, et la paix sur l'ensemble de la région des Grandes Lacs. Ceci dit, le président voudrait une transparence totale dans la gestion et des fonds, non seulement au niveau de l'armée, mais au niveau de toutes les autres institutions. Plus rien ne sera comme avant. Nous avons abordé l'éternel problème de l'inflation et du taux d'échange. La solution à ce problème de l'inflation et de la perte de valeur de notre monnaie réside dans la non-production. Or, nous avons un programme de transformation de
de notre économie, de la diversification de notre économie. Et il est temps que l'on puisse lancer ces programmes et en faire le suivi. Et le président a dit, et il met en garde tous les grossistes qui pratiquent des prix fantaisistes. Ils auront des surprises parce que le contrôle va être rigoureux. Il y aura des brigades économiques. Il a également souligné la nature belliqueuse du Rwanda et de l'Ouganda qui créent de troubles dans l'est de la RDC alors qu'elle n'a jamais franchi une de frontière pour faire la guerre aux voisins. Dans une interview à Top Congo mardi, Félix Tshisekedi accusait son prédécesseur Joseph Kabila Kabange d'être derrière le mouvement insurrectionnel de l'AFC qui combat aux côtés du M23 et de l'armée rwandaise dans l'est de la RDC. Le bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo a rendu public mercredi 7 août la liste provisoire de candidatures retenues pour l'élection du bureau définitif. Au total, 19 candidats ont été retenus provisoirement aux différents postes du bureau définitif du Sénat. Au perchoir, 3 candidats, tous membres de l'Union sacrée pour la nation. Il s'agit notamment du sénateur Idrissa Mangala, candidat du parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, du sénateur Jean-Michel Samalou Kondé, ancien Premier ministre et candidat indépendant, et aussi de l'élu de l'Équateur, le sénateur Jonas Mukomba. Cependant, 2 candidatures sont enregistrées pour le poste du premier vice-président, à savoir les sénateurs Kalalawa Kalala et l'ancien ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, tous 2 membres de la majorité présidentielle. Au poste du deuxième vice-président, les candidatures enregistrées sont celles de l'ancien président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, de Corneille Isenge et d'Estache Mouandi Mumbembe, tous membres de l'Union sacrée. 4 candidatures sont enregistrées pour le poste du rapporteur. Il s'agit notamment de sénateurs Bamanissa Saïdi Jean, Kazadi Konkonde Ivan, Kalumba Mwana Ngongo Justin et de Ngundiaza Bayokissa Kisula Nefertiti. Au poste du rapporteur adjoint, poste reconnu essentiellement pour l'opposition, 2 candidatures sont enregistrées, celles de sénateur Jean-Claude Baïndé et de Salomon Kalonda Dela Idi. Au poste du questeur, 3 candidatures sont enregistrées par le bureau provisoire du Sénat. Il s'agit entre autres des sénateurs Aguito Amela Carole, Ekumbo Longulu Moïse et de Mukengeshai Kabongo Sylvain. Enfin, 2 candidatures sont retenues pour le poste du questeur adjoint. Il s'agit de sénateur Kabamba Waumba Isabelle et de Omana Bitika Pascal, sous réserve. Selon le nouveau calendrier réaménagé, la journée du vendredi 9 août sera dédiée à la séance plénière d'audition de messages de campagne électorale. Enfin, le samedi 10 août 2024 se tiendront la séance plénière pour l'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat. L'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat vont automatiquement marquer la fin de la session extraordinaire inaugurale ouverte par la mise en place du bureau d'âge du Sénat conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution de la République. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a accordé une audience mercredi 7 juillet 2024 à Jeffrey Peterson, représentant américain des agences des Nations Unies pour la nutrition et l'agriculture, conduit par la diplomate américaine en RDC. Les 2 personnalités ont annoncé à la chef du gouvernement de l'aide supplémentaire que leur pays accorde à la RDC afin de soutenir les personnes touchées par les conflits armés et le déplacement dans l'est de la RDC. Les États-Unis se félicitent d'annoncer que nous allons fournir une aide supplémentaire en termes d'aide humanitaire d'un montant de 414 millions de dollars. Et ce ne sont pas les États-Unis que vous allez voir sur le terrain, mais plutôt les agences des Nations Unies qui seront en train de fournir cette aide en termes tel que je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de ce nouveau financement que je viens d'annoncer. Par ailleurs, les hôtes de la chef de l'exécutif central ont réaffirmé la nécessité de la restauration de la paix dans cette partie du pays afin d'atténuer définitivement la souffrance des populations. Mais le plus important dans tout ça, c'est que la population a besoin de la paix. Et les États-Unis s'engagent
à continuer à travailler avec le peuple de la République démocratique du Congo, rester à ses côtés pour qu'ensemble, nous voyons dans quelle mesure nous pouvons atteindre les objectifs qui sont les nôtres ensemble. Merci beaucoup. Pour rappel, cette aide s'inscrit dans le cadre du soutien continu des États-Unis à la RDC. Au cours du présent exercice fiscal, les États-Unis ont déjà fourni plus de 256 millions de dollars américains d'assistance sanitaire à travers divers programmes, notamment le plan d'urgence du président pour la lutte contre le sida, l'initiative présidentielle de lutte contre le paludisme et le programme de sécurité sanitaire mondiale. Situé à Kinshasa, le long du boulevard Triomphal, en face du Palais du Peuple, le centre culturel et artistique de l'Afrique centrale est une infrastructure moderne nouvellement construite grâce à la coopération sino-congolaise. Ces joyaux culturels, dont les travaux sont déjà achevés, va ouvrir ses portes au public dans le prochain jour. C'est jeudi 8 juillet 2024, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a effectué une visite d'inspection dans ces complexes culturels pour se rendre compte par elle-même de l'achèvement de travaux. Judith Suminwa-Tuluka avait à ses côtés le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, la ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Communication et Médias et le ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. De la grande salle de spectacle de 2000 places avec une scène modulaire aux chambres de hôtes, en passant par la salle de danse et les amphithéâtres de 800 et 300 places, la première ministre a visité tout le coin et recoin du centre culturel. Pour elle, il fallait s'assurer que l'édifice est prêt pour l'inauguration. Cette grande bâtisse, construite sur un espace de 93 000 mètres carrés, abritera également l'Institut national des arts INA. La première ministre a été visiblement satisfaite de ce qu'elle a vu et entendu lors de son passage dans ce centre à vocation régionale pour l'éclosion de la culture congolaise et africaine. Ma visite, c'était plutôt de voir comment ce centre culturel qui va permettre de développer l'expression de la culture de la République démocratique du Congo, la culture congolaise. Comment tout ça est mis en place pour assurer qu'on puisse déjà l'inaugurer très rapidement et qu'ensuite les activités qui sont liées à ce centre, normalement c'est prévu d'ici la fin du 3e trimestre. Par ailleurs, afin d'assurer la pérennité du centre culturel et artistique de l'Afrique centrale, la chef du gouvernement a indiqué que la responsabilité a été confiée à la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine qui en assurera l'unité de gestion du point de vue procédural. Lancé en 2019 par le président de la République, les travaux de construction de ces centres culturels et artistiques ont coûté 100 millions de dollars américains. Il se révèle comme la réponse aux plusieurs problèmes des artistes congolais restés longtemps sans solution. On trouve dans cet espace 3 studios d'enregistrement modernes qui sont des espaces consacrés à la création musicale. Il y a aussi une salle de maquillage adaptée. La construction de ce centre culturel et artistique est donc une aubaine pour les opérateurs culturels congolais qui se plaignaient souvent du manque d'infrastructures culturelles. Une réunion clé de la Troïka politique a été présidée le 6 août 2024 par le ministre des Finances Doudou Fouambali Koundé en présence du vice-premier ministre, ministre du Budget et de la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Cette session souligne en effet l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo pour la stabilisation du cadre macroéconomique. À l'issue de ces assises, Félicien Moulenda, coordonnateur du comité technique de suivi et évaluation de réforme CTR, a notamment mis en exergue les avances significatifs réalisés depuis que Doudou Fouamba a pris ses fonctions, en particulier dans la coordination de politiques budgétaires et monétaires. Les statistiques économiques de début août 2024 reflètent cette amélioration. L'indice de prix à la consommation a légèrement augmenté de 0,178%, tandis que l'inflation annuelle s'est stabilisée à 15,25%, bien en dessous de 23,8% de fin décembre 2023. Ces données illustrent une gestion efficace de pression inflationniste
dans un contexte économique en amélioration. En matière de finances publiques, le compte du Trésor ont enregistré un bonus à fin juillet, assurant la couverture de toutes les opérations de paiement. Il va de soi que cette préparation inclut la mise en place d'un plan de trésorerie interministériel pour intégrer toutes les dépenses en cours visant à éponger le compte d'ici la fin de l'année. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières à Kassabandou Lambongo, a accordé une audience à Bruno Le Marquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, coordonnateur résident et coordonnateur des opérations en RDC, ce mardi 6 août 2024. Interrogé, Bruno Le Marquis a déclaré que c'était une visite de courtoisie, visite de prise de contact pour féliciter la ministre d'État et discuter sur le partenariat qui existe entre le ministère des Affaires foncières et les Nations Unies. C'était une visite de courtoisie, une visite de prise de contact avec la ministre d'État, ministre des Affaires foncières. D'abord pour la féliciter pour sa nomination à ce poste très important et ensuite pour écouter sa vision, ses priorités et aussi discuter de la collaboration entre le système des Nations Unies et ce ministère par rapport aux questions foncières. Les questions foncières en RDC, elles sont particulièrement importantes. Elles sont une cause sous-jacente des conflits, puisque de nombreux conflits dans le pays, pas seulement à l'Est, également dans d'autres provinces. La Chopo, le Maïdombe, etc., ce sont souvent liés à des questions foncières. Et puis c'est aussi très important du point de vue du développement économique pour sécuriser les investissements économiques, etc. Dans le système des Nations Unies, il y a un certain nombre de partenaires, d'agences qui travaillent sur ces questions foncières. Et donc j'ai exprimé la disponibilité du système des Nations Unies à travailler avec son Excellence et avec le ministère sur ces questions sur lesquelles nous avons travaillé, été impliqués depuis de nombreuses années. Donc il y a notamment l'agence qui s'appelle ONU Habitat, qui travaille sur les questions d'urbanisme, d'aménagement du territoire et de foncier. Il y a l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture, la FAO. Il y a le Programme des Nations Unies pour le développement, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, etc. Sont tous des partenaires qui peuvent travailler sur ces questions. On a discuté d'un certain nombre de points d'entrée où la collaboration va se poursuivre, notamment sur la suite du processus pour la loi foncière qui est au Parlement et qui va de nouveau être mise sur le métier avec la nouvelle législature. Comme on dit en Swahili, tuko pamoja, on est ensemble pour travailler sur ces questions. C'est la suite du partenariat qui existe avec ce ministère depuis longtemps, donc une réaction très positive. Il faut signaler que plusieurs agences des Nations Unies travaillent sur les questions foncières, notamment l'ONU Habitat. La société minière de Bakwanga dans la province du Kasaï-Oriental a reçu de nouveaux engins pour la relance de l'exploitation du diamant. C'était ce mardi 6 août 2024 en présence du gouverneur Jean-Paul Mouekboué Capo et du président du conseil d'administration Jean-Charles Okoto dans la ville de Mbujimaï devant le cadre et agent de cette entreprise de l'État. Dans ces lots d'engins réceptionnés figurent une pelle de marque Volvo, une chargeuse de marque SME, 2 camions bennes, un camion mazout avec une capacité de 6000 litres, 2 bus de marque Tata d'une capacité de plus de 61 places pour le transport des agents et 5 pick-up. Cette dotation intervient après plusieurs années en chômage suite à la non-exploitation du diamant de l'entreprise minière de Bakwanga. Ces engins ont été acquis grâce à la compte de 2 millions de dollars américains versés à l'AMIBA par l'État congolais sur la créance contractée par la société. L'AMIBA est une compagnie minière spécialisée dans l'extraction de diamants en République démocratique du Congo. Cette dotation lui permettra de se relancer après plusieurs années de difficultés liées à la non-exploitation du diamant. Pour le prévenir qu'on ait Nanga Yopelo, de ses membres, la communauté de Kinshasa Gombe répond oui. En conséquence, les condamnés par défaut à la peine de mort, la participation à un mouvement sélectionné, par défaut à la peine de mort pour crimes de guerre et enfin par défaut à la peine de mort pour trahison.
La Cour militaire Kinshasa-Gombe a condamné ce jeudi 8 août 2024 Corneille Nangaa, coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo AFC, à la peine de mort. Il a été reconnu coupable par la justice militaire de crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Dans la foulée, cette juridiction a ordonné son arrestation immédiate et la confiscation de ses biens. En date du 24 juillet 2024, la Cour militaire Kinshasa-Gombe avait ouvert le procès public contre le chef du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo AFC, Corneille Nangaa. 24 autres prévenus sont aussi poursuivis pour rébellion contre la République. 5 prévenus ont comparu alors que les autres sont en fuite. Lors de l'audience du lundi 29 juillet 2024, Vianney Kazarama, autrefois la voix du mouvement rebelle, en 2012, a été ajouté à la liste de prévenus. Entre 2015 et 2021, Corneille Nangaa a été président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, avant de fonder en 2023 une coalition politico-militaire nommée Alliance Fleuve Congo.